C'est un très grand plaisir pour moi, Alain Gordon-Gentil, que de vous accueillir sur ce plateau. Est-ce que cela vous choquerait si je commence par dire que vous êtes un cas et que vous êtes un cas qui m'intéresse? Ça dépend ce que vous entendez par cas. Définissez le mot cas d'abord, et Alors, puis je je vais vous dire dirai le si mot je cas. suis d'accord. Le mot cas, c'est celui qui s'intéresse à énormément de choses. Je résume. Le premier cas, vous êtes un journaliste. Vous commencez dans le journalisme, vous êtes même rédacteur en chef d'un hebdomadaire qui s'appelle Le Mag et qui a connu un grand succès, autant que je m'en souvienne. Par la suite, vous vous intéressez par exemple à écrire un ouvrage sur le théâtre de Port-Louis, qui est une œuvre de journaliste, et une œuvre de référence, je m'en suis servi récemment. Vous faites aussi des interviews en profondeur de Gaëtan Duval et vous publiez en 2 volumes une biographie. 2 volumes parus, je crois, en 96 et que vous avez récemment réunis dans un seul volume. Et donc, le journaliste qui est en vous vous mènera à animer depuis quelques années déjà Aparté dans un quotidien local. Alors, ce journaliste-là m'intéresse. Vous vous sentez comment en tant que journaliste? C'est vrai que c'est un métier que j'ai chevillé au corps. Quand on fait ce métier-là depuis 30 ans, je suis arrivé dans ce métier, j'étais très jeune encore. C'est le métier qui m'a toujours intéressé, c'est-à-dire aller vers l'autre, la découverte de l'autre, et puis voilà, cette interaction qu'il y a entre les êtres. Mais je me sens comme journaliste, voilà, comme un observateur qui regarde, qui décrit, et qui, au fur et à mesure qu'il regarde et qu'il décrit, se trouve changé par ce qu'il regarde. Et c'est ainsi que j'espère, en tous les cas, que mon travail de journaliste a évolué, ma langue aussi de journaliste a évolué. Voilà, c'est cet aller-retour entre ce que vous regardez et comment vous le recevez. Ça finit par changer quelqu'un. Et j'espère être devenu un journaliste qui a mûri. Voilà. Et Aparté, cette série extrêmement intéressante, des interviews qui en général vont très très loin, pour vous, est-ce que vous représentez quelque part des échantillons de la comédie humaine? Ou inhumaine, ou la comédie inhumaine? Oui, non, mais même quand c'est inhumain, ça reste toujours humain. Hein. Non, disons qu'Aparté, c'est donc cette rubrique d'interview que je tiens maintenant depuis 8 ans. C'est toujours ce qui m'a intéressé dans le journalisme, c'est faire parler l'autre. Si un jour je suis venu au journalisme, c'est parce que j'aimais ça. J'aimais savoir ce que l'autre avait à dire. J'ai toujours été passionné par ça. Aparté, c'est 400 rencontres, une moyenne d'une rencontre par semaine. Des gens qui vont de Michel Serres jusqu'au SDF du coin. Des gens de tout bord politique. Enfin non, il n'y avait pas de politique dans le. Une des règles d'Aparté, c'est que je n'invitais pas des hommes politiques. Donc tout bord social, en quelque sorte. De tout bord social, de tout milieu professionnel, des hommes et des femmes indépendamment. Mais voilà, ce qui m'intéressait, c'est... J'aime quelquefois, ça peut paraître étrange, mais j'aime travailler pour dans 50 ans pour des historiens. J'aime leur fournir la matière première. Lorsque j'ai fait un livre sur Gaëtan Duval, par exemple, un livre d'entretien, je ne prends pas parti, je fais l'entretien. Les historiens, dans 50 ans, pourront dire, voilà ce que Duval pensait de ça, sans middleman. Donc le journaliste témoin. Le journaliste témoin. Qui passe voilà. une information à long terme. Voilà, la partie du journaliste qui m'a toujours le moins intéressé, mais que je pratiquais parce qu'il fallait le faire, c'est l'éditorial. Je le trouve assez sans intérêt de donner mon opinion, je trouve ça assez sans intérêt. Mais par contre, ce qui m'intéresse, et puis je suis de formation anglaise, moi, dans le journalisme, je ne suis pas de formation française. C'est la formation de voilà, savoir témoigner. Publish and be damned. Et donc, vous publiez et vous vous dites, ce n'est pas à vous de faire une conclusion que vous allez livrer à votre lecteur, c'est au lecteur de faire comme il le veut sa conclusion. Disons que, par exemple, dans Aparté, je fais un chapeau où je donne un peu l'atmosphère de l'entretien, disons ce que je pressens de mon invité, ce que je pressens de son caractère, de sa manière d'être, voilà, c'est tout. Mais disons que je ne propose pas de conclusion. Chacun lit et prend ce qu'il veut prendre. Donc on ne peut pas considérer que ce soit des leçons de vie. Je pense que c'est pas une leçon donnée par moi, mais c'est quand même une leçon donnée par mon invité. Parce que quand un invité parle de sa vie,
qu'il raconte comment il est rentré, comment il est sorti de la vie, comment il a pétri sa vie, c'est en quelque sorte une leçon de vie. Une leçon dans le sens non pas une leçon qui a une conclusion, une morale. Une leçon de vie, c'est-à-dire voir vivre un homme, c'est apprendre quand même. Et votre écriture pour les entretiens de ce genre, on peut même dire des chroniques en fait, en quelque sorte, vous vous adaptez de façon quasiment identique à ce que la personne que vous interviewez est, ou bien est-ce que vous réécrivez son texte? Non, je ne réécris pas son texte. Beaucoup de gens m'ont posé la question. Je vais peut-être l'éclaircir. Voilà, ouais. je vais peut-être l'éclaircir une fois pour toutes. D'abord, ces interviews sont très préparées. Ces interviews sont très préparées. Quand je veux voir quelqu'un, le minimum, c'est que je lis tous ses livres, tout ce qu'il a écrit, et j'essaye de me documenter le maximum. C'est d'abord une question de courtoisie et deuxièmement une question de rigueur professionnelle. Et puis, ce que les gens, il y a un jour quelqu'un qui m'a dit, les invités sous ta plume paraissent toujours intelligents. J'espère qu'ils le sont. Ils le sont. Oui, tout à fait. Je lui ai dit, quand je choisis quelqu'un, c'est que j'estime qu'il a un intérêt. Sinon, donc voilà, ce qui fait qu'il y a cette sensation dont vous dites qui paraît toujours que je m'adapte à mon invité, tout simplement parce qu'il y a une différence entre le langage écrit et le langage parlé. Lorsque l'invité parle, il se répète, tout le monde se répète. Quelqu'un ne peut pas parler pendant 1 heure sans répéter le même mot. Vous voyez, je parlais, j'ai dit 3 fois le mot répété. Et simplement, lorsque je fais ma transcription, je coupe les répétitions. Il reste donc l'essence de ce que la personne a dit. Mais ce qu'elle a dit, je n'y touche pas. Bien sûr, le fond reste le même. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, une des plus grandes fiertés pour moi de cette rubrique, qui dure depuis si longtemps, je n'ai jamais reçu, je n'ai jamais eu d'un de mes invités un coup de téléphone ou une lettre disant « vous avez déformé mes propos ». Et ça, c'est ma grande fierté. Ouais. C'est-à-dire que la personne se dit, c'est ça, c'est ce que je dis. C'est un bel hommage. Alors, comme je pense que parmi ceux qui vont nous écouter, vont nous regarder, parler, il y a des enseignants et il y a des étudiants qui peut-être rêvent de devenir journalistes. Est-ce que quelque part, en lisant Aparté, d'Alain Gordon-Gentil, on apprend à être un meilleur journaliste? Non, je n'aurais pas cette prétention-là. Disons que la seule chose que cette rubrique peut apporter, enfin la seule chose, ça c'est moi qui le dis, chacun décide comme il veut, c'est que lorsque vous lisez cette rubrique, vous vous rendez compte d'une chose qui me paraît évidente, c'est que celui qui fait cette interview aime ce qu'il est en train de faire. Je crois que c'est la seule chose dont je suis sûr, dont je sais qu'il ressort de cet entretien. Souvent les gens me disent, il y a quelque chose d'assez magique dans la tonalité d'Aparté. Moi, je pense que c'est ça. Je pense qu'ils ressentent que celui qui est en train de le faire est en train de le faire avec passion et avec plaisir. Je ne suis pas en train de faire un travail, voilà, je ne suis pas en train de gagner ma vie. Je suis en train de faire quelque chose que j'aime. Rencontrer les gens, les faire parler, écouter ce qu'ils ont à dire, écouter avec attention ce qu'ils ont à dire, parce que tout ce que les gens vivent m'intéresse. Tout ce qui se passe dans la tête des gens m'intéresse. Et est-ce que l'écrivain en vous est né du journaliste ? Je pense que oui, l'écrivain qui est en moi, qui s'exprime maintenant, oui, je pense qu'il a dû naître de ça. L'écrivain est né de la vie de toutes les manières. Moi, ma vie, c'était d'être journaliste. Ben, je pense que c'est né du journaliste. Je pense qu'écrire, c'est un moment laisser ressortir ce qui est en train de s'emmagasiner en soi. Et moi, ce qui s'est emmagasiné en moi, en tant que journaliste, c'est vrai que le métier de journaliste est formidable. Il vous donne la possibilité de rencontrer des gens incroyables, des gens que peut-être dans une vie normale vous n'auriez pas rencontrés, quoi, hein. Et c'est dans ce sens-là que ce métier a sûrement versé en moi des tonnes de choses qui ressortent maintenant tout doucement, quoi. Alors, je pense. Oui. Alors l'écrivain Alain Gordon-Gentil, c'est tout d'abord le premier ouvrage, Quartier de Pamplemousse. Et Quartier de Pamplemousse, je dois vous dire que moi j'ai été séduit dès la première ligne, parce que je me suis dit, tiens, enfin un écrivain qui ne se prend pas au sérieux.
hein. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait. Mon éditeur m'a dit presque la même chose que vous. Monsieur Bernard Barrault, qui est donc le patron de Julliard, m'a dit, en lisant ce livre, il m'a dit, dites-moi, c'est la première fois que je vois un métis gay. C'est une réflexion qui m'a surprise. Je me dis, ouais, tous les métis que je vois écrivent, pleurent sur leur sort, sur leur misère, sur leur histoire qui a été différente. C'est la première fois que je vois un métis assumé et qui peut rire de ses malheurs. Ah ouais. Et ça m'a fait très plaisir. Bien sûr, j'imagine. Et Quartier de Pamplemousse, le premier ouvrage donc, se présente comme un peu une série de chroniques journalistiques, entre guillemets, quelque part, liées à votre famille, à votre enfance, à Montgou, qui se trouve à côté de Pamplemousse. Et il y a des épisodes extraordinaires. L'épisode au cinéma où l'écran a été troué par une bagarre qui avait eu lieu la veille. Enfin, vraiment, c'est des choses extrêmement intéressantes. Vous avez vécu tous les éléments qui sont dans ce livre. C'est toujours une question difficile à répondre et c'est une question surtout à laquelle je ne veux pas répondre. Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux dans les livres, je ne veux pas répondre. Mais disons que c'est largement inspiré de mon enfance. Vous savez, j'ai cette chance de... Je le disais à quelqu'un l'autre jour, j'ai l'enfance tenace. C'est quelque chose qui est vraiment ancré en moi, vraiment qui est très présent en moi, qui est très présent émotionnellement, intellectuellement. C'est là où je rejoins souvent quand je lis Malcolm qui dit il faut retourner à l'enfance, etc. Malcolm Gladwell, c'est ça. Oui, voilà, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Je me sens vraiment en osmose quand il parle de ça. Parce que si on n'est pas dans cette... si on n'a pas des facettes d'enfance toujours présentes, je crois qu'on rate beaucoup de choses. Donc ce livre, c'est ça. Ce livre, c'est essayer... J'ai eu la chance d'avoir une enfance d'une allégresse incroyable. On était très pauvres, mais c'était dans une allégresse incroyable. Et lorsque j'ai écrit ce livre, moi, je ne pensais pas du tout je ne pensais pas que ça allait intéresser un éditeur en France. Je l'ai écrit ici et j'avais il y a une maison d'édition ici qui s'appelle Vis-à-vis, Madame Sioux. Et à l'époque, je venais d'éditer un livre. Et un jour, je lui ai dit, regarde ce manuscrit, je viens de finir ce manuscrit, regarde. Et c'est elle qui m'a dit en me regardant, j'aurais pu publier moi, mais ne le publie pas ici, on va aller en France. Il y a de la graine qui va germer. Voilà, et je lui en suis infiniment reconnaissant de ça. Et j'ai envoyé ça chez un éditeur, et voilà, et ça s'est passé comme ça. Et vous êtes très fidèle en édition, parce que votre deuxième ouvrage, Le Voyage de Delcourt, est publié à nouveau chez Julliard. Le Voyage de Delcourt, c'est en 2001, c'est ça, et qui s'inspire... Vous êtes d'ailleurs le premier écrivain. Il y a eu quelques-uns qui ont suivi après et qui ont adopté un peu une thématique proche. Mais vous êtes le premier écrivain à avoir situé une action à Maurice, à l'époque où il y avait des Juifs qui avaient été casernés pendant la guerre, à Maurice. C'est un épisode qui m'a longtemps travaillé. Et un jour, je suis tombé sur un livre qui était édité par Vis-à-vis, justement, qui s'appelait Le Shekel mauricien, qui avait été écrit par une dame qui s'appelait Geneviève Pitot, je crois, et qui racontait avec des témoins toute cette histoire. Et je me suis dit, c'est un formidable sujet de roman, quoi. C'était quelque chose qui rentre dans un roman. Et donc j'ai fait mon roman qui se passait dans les années 40, dans les années 30 à Londres, et puis dans les années 40 à Maurice, qui raconte l'histoire de ces 1580, je crois, juifs, qui étaient venus à Maurice qui sont arrivés, je crois, la veille de Noël 1940 et qui sont repartis en mai 45. Et d'ailleurs, peu de personnes savent qu'il y a une partie de cimetière juif à Maurice. C'est à Bois-Marchand, c'est ça? Non, à Saint-Martin. À Saint-Martin. À Saint-Martin, il y a le cimetière juif qui est toujours très, très bien entretenu. Et il y a encore les parents de ces juifs morts qui viennent toujours à Maurice, de temps en temps. Rendre hommage, en quelque sorte. Qui viennent rendre hommage à ce... Non, c'est une partie de l'histoire de Maurice qui n'est pas souvent racontée et qui est vraiment une partie importante. C'est quelque chose de très... Je sais pas, il y a quelque chose de très... Ça devait être dur sûrement, mais il y a quelque chose de très romantique dans cette histoire. Très romantique, c'est une histoire d'amour. Voilà. Et c'était la première fois, puisque en tant qu'écrivain, vous aviez donc raconté Montgou. Vous allez revenir ensuite en 2008 avec une suite de Quartier de Pamplemousse. Mais là, c'était le premier roman d'amour. L'amour vous intéresse ?
Oui, l'amour est le sujet éternel. L'amour, c'est comme je vous disais tout à l'heure pour l'enfance, quoi. C'est quelque chose qui est, je pourrais dire, j'ai l'amour tenace aussi, hein. Voilà. Mais oui, c'est un sujet infini aussi. C'est un sujet infini qui peut être traité de mille. En fait, c'est la vie, quoi. C'est la vie. L'amour, c'est la vie. L'amour, c'est la Hein? vie. Hmm. Et l'amour crée la vie. Donc, on est obligé de... Et quelquefois, on la détruit aussi, mais c'est plus rare. Ouais. Alors, donc, l'écrivain, après ces deux incursions dans la famille, Quartier de Pamplemousse et sa suite, avec le voyage de Delcourt, vous allez vous lancer dans l'analyse, l'approfondissement d'un fait divers. Vous allez dire plus certainement là-dessus, Devina, Voilà. qui est sorti en 2009, je crois, Qui est sorti en 2009 à Paris. et qui a été primé. Oui, qui a été primé, qui a eu le prix Révélation 2009 pour le roman de la rentrée. Devina est inspiré d'une histoire. Ça ne raconte pas cette histoire. C'est une histoire qui est inspirée d'un meurtre qu'il y a eu à Maurice en 2001, qui était celui de Vanessa Lagesse. Ce n'est pas le meurtre qui m'a inspiré, c'est ce que ce meurtre a causé sur la société mauricienne. En fait, Devina raconte cette histoire. Comment les remous que ça a causé dans la société mauricienne, comment ça a mis à l'épreuve certaines choses, ça a fait ressurgir des rancœurs qu'on croyait disparues, ça a fait ressurgir des solidarités qu'on croyait ne pas exister, ça a causé mille choses. Il y a une phrase du roman qui résume tout. Rebecca, la fille qui est morte, dit à Devina, sa bonne, tu sais, nous vivons dans un pays où nous avons sans cesse à choisir entre le mensonge qui construit ou la vérité qui détruit. Voilà, pour elle, c'est ça, Maurice. Il faut choisir entre le mensonge qui construit et la vérité qui fait tout exploser. Et en fait, vous avez l'enfance tenace, l'amour tenace, et vous avez l'île Maurice tenace. Hein. Oui, tout à fait. Ce roman, je lisais l'autre jour une critique du livre qui disait « C'est un pamphlet politique déguisé en roman ». Oula, c'est un compliment ou Ouais, la c'est revue Marie-Claire disait c'est un pamphlet politique déguisé en roman. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était, j'ai oublié, captivant du début à la fin ou quelque chose comme ça. Vous savez, quand vous écrivez un livre, enfin moi je le conçois comme ça, quand j'écris un livre, quand il est offert au lecteur, le lecteur, eh ben, il en fait ce qu'il en veut. Hein. ouais. Il ne vous appartient plus, vous ne revendiquez Le pas lecteur, des droits absolus sur la signification Moi, de l'histoire. Moi, je pense savoir ce que j'ai voulu dire en écrivant ce livre, mais il y a aussi ceux qui vont trouver autre chose. Le lecteur fait ce qu'il veut. Il prend le livre et c'est bien ça la beauté de la lecture. Chacun rentre dans sa lecture et fait ce qu'il veut, quoi. Alors, pour les enseignants et les étudiants qui nous regardent, qui nous écoutent, est-ce que vous pensez que les étudiants d'aujourd'hui, en lisant Alain Gordon-Gentil, découvrent des outils de réflexion sur l'île Maurice, sur la réalité quotidienne? Oui, je pense que dans les miens, comme dans ceux de tous les écrivains mauriciens, je pense que les écrivains mauriciens sont comme tous les écrivains, ils sont pétris d'un environnement, ils sont là, ce sont d'ordinaire des observateurs de la vie. Et lire ce qu'ils ont pu amasser comme observation et comme réflexion, c'est sûr, peut aider à la construction d'un étudiant qui est en secondaire. Mais d'une manière générale, je dirais aux étudiants, lisez, quoi. C'est important de lire. Lire tout ce qui tombe sous la main. Voilà, il faut lire, quoi. C'est important de lire ça. Pourtant, j'aime beaucoup l'image, etc. Mais lire, c'est un rapport particulier, quoi. Rien ne remplace la lecture, quoi. Alors, j'ai une question que je pose quasiment à tous les écrivains que je rencontre. Est-ce que vous dominez, ou est-ce que vous avez dominé totalement vos romans? Ou est-ce qu'il y a un moment où c'est le roman qui vous domine? C'est-à-dire, est-ce que vous avez prévu de faire évoluer vos personnages, votre action vers telle direction, et puis tout d'un coup, vous vous rendez compte qu'il y a une espèce de coup d'état, ce sont vos personnages ou votre roman qui vous dit « Ah non, non, moi je ne veux pas aller là, moi je veux que tu continues à m'écrire comme ça ». Oui, tout à fait. Il y a ça, il y a ce moment où les choses basculent, vous ne savez plus quel chemin prendre, et puis il y a aussi ce moment que je trouve très étrange de... Vous écrivez les choses sans le savoir. Ça m'intéresse. Vous écrivez les choses sans le savoir, c'est-à-dire vous dites des choses sans savoir que vous êtes en train de les dire, et c'est quelqu'un d'autre,
Moi, j'ai souvent des amis proches ou mon épouse qui lit les livres et qui me dit, et qui me parle de ça. Je dis, moi, je dis ça, il me dit, mais bien sûr, regarde, tu verras, tu parles. Je dis des choses, quelquefois, on est en train de dire des choses sans savoir qu'on est en train de les dire. Je pense sincèrement, bon, la poésie, ça n'en parlons pas, c'est vrai que la poésie, c'est quasiment uniquement ça, c'est une écriture qui sort de vous sans vous demander la permission. Mais c'est vrai que le roman aussi, il y a... j'ai, dans les deux derniers romans, c'est-à-dire Voyage de Delcourt et Devina, Ouais. je n'avais pas pensé les terminer comme ça. Ah ouais. Ils ont changé en route. Ils ont changé en route, ils se sont imposés, quoi, voilà. À un moment, Delcourt, je sens, s'impose. Il a cette forme de caractère pendant les trois quarts du roman. Il se dit à la fin, c'est pas possible que je sois comme ça, quoi. Et j'ai changé l'histoire. Dans Devina, c'est pareil. Oui, il y a des choses, je pense qu'il y a des choses qui vous échappent, ça c'est certain. Et quelque part, le roman, donc, a sa propre force. À un certain moment, le roman vous habite au point où il a une espèce prend de un vie peu possession autonome. de Il a une vous. espèce de vie autonome. De vie autonome. Hein, il a une espèce de vie autonome, il vit en vous parce que c'est ça aussi qu'il faut savoir. Enfin, qu'il faut savoir. Quand quelqu'un écrit un roman, il habite avec quelque chose pendant un roman, ça prend 1 an, 2 ans à écrire. Donc pendant 1 an, 2 ans, vous êtes avec des gens, avec des personnages, avec des histoires. Vous y pensez tout le temps. Ça change forcément votre vie. Hein, vous êtes tout le temps, tiens, est-ce qu'il aurait fait ça ou non? Pas vraiment. Et il y a une espèce de monologue, intérieur qui tourne tout le temps et qui fait que quand vous arrivez au bout du livre, vous avez l'impression de laisser des amis, quoi, quand vous avez fini. Bien sûr. Ouais. Et une dernière question sur l'écrivain. Est-ce que vous êtes tout le temps écrivain, voire tout le temps journaliste? Est-ce que quand vous rencontrez des gens dans une soirée mondaine ou dans un dîner ou n'importe où en voyage, est-ce que vous le croquez dans la tête, vous dites tiens, il a un tic avec la main gauche, je vais noter ça et je vais mettre ça dans un roman? Est-ce que vous êtes tout le temps sur la veille? Sur la veille, non, c'est naturel. Disons que je vais tourner la question d'une autre manière. Ce n'est pas parce que je suis journaliste que j'ai envie de le croquer. C'est parce que j'ai toujours aimé ça que je suis devenu journaliste. D'accord. Vous comprenez? Je pense que c'est vraiment dans la nature d'aimer les gens, de les observer. C'est parce que je ne suis pas... J'aime les gens, j'aime observer les gens, c'est pour ça que j'ai choisi le métier de journaliste, et non pas le contraire. Je n'ai pas choisi le métier de journaliste pour pouvoir observer les gens. Vous comprenez? C'est parce que j'avais ces... Je pense, c'est parce que j'avais ces... Ceci en vous déjà. Voilà. C'est pour ça qu'on choisit un métier. On ne choisit pas un métier de toutes les manières, de manière innocente, quoi. Hein. Et est-ce que c'est cela qui explique alors que, troisième aspect du cas qui m'intéresse chez vous, est-ce que c'est pour ça que tout d'un coup vous êtes devenu un cinéaste documentaire? Vous aviez écrit un ouvrage qui s'appelle Venu d'ailleurs, et puis depuis 3 ans, on assiste maintenant à une série de réalisations documentaires diffusées sur DVD, dont le titre générique en français est Venu d'ailleurs, et en anglais From Far Away, je crois. From So Far. From So Far, pardon. Et en fait, les 3 émissions déjà tournées, déjà disponibles, sont la première sur l'immigration indienne, la seconde sur ceux qui venaient d'Afrique, la troisième sur ceux qui venaient d'Europe, et le quatrième est en préparation, sur... Et parle l'histoire des Mauriciens d'origine chinoise. Voilà. Alors, donc, quelle curiosité vous pique cette fois-là? Vous remarquerez, si vous observez bien, vous remarquerez que tout ça relève de la même logique. J'aime les gens. J'aime parler des gens, j'aime savoir qui sont les gens, pourquoi ils sont sortis d'ici pour aller là-bas, pourquoi ils ont aimé, pourquoi ils ont tué, pourquoi ils se sont aimés, pourquoi ils se sont détestés. J'aime savoir ce que font les gens. Et le documentaire, c'est toujours la même histoire. C'est la même logique que Aparté. Je vais à la rencontre des gens qui un jour ont construit ce pays, sont sortis des 4 coins du monde. Et je me suis dit, je vais aller à la rencontre de ces gens, savoir qui ils sont, toujours. Voilà. La curiosité, savoir qui ils sont. Mais c'est vrai que le moyen, cette fois, était différent. C'était le documentaire filmé. Le documentaire filmé, l'idée est... J'étais photographe pendant que j'étais journaliste, j'ai toujours été aussi reporter photographe. J'aime beaucoup l'image. Mais je voulais écrire 4 bouquins
qui s'appelle Revenu d'ailleurs et qui raconterait l'histoire de l'immigration. C'est un jour ma fille qui avait 9 ans, à l'époque, qui m'a dit « Tu veux faire ça, personne ne regardera. Si tu veux que les jeunes regardent, fais un film. » Ce qui n'est pas bête du tout. Tout à fait. Hein? Elle avait 9 ans ou 10 ans, elle m'a dit « Si tu veux écrire ça, personne ne lira 4 livres qui racontent le peuplement de Maurice. Mais fais un film si tu veux toucher les jeunes. » Et j'y ai pensé pendant quelques temps, et puis je me suis dit « Allez, je vais m'y lancer. C'est pas un travail de cinéaste, c'est un travail de journaliste. » C'est un travail de journaliste, mais c'est en même temps une aventure, puisque là, vous allez écrire avec la caméra. Ah oui, et puis vous n'êtes pas tout seul à penser. Quand vous êtes écrivain, vous avez un bout de papier, vous faites ce que vous voulez. Là, il y a le réalisateur, j'étais réalisateur, il y a le caméraman qui vous dit ce que vous voulez faire là en image, ce n'est pas possible. Quoi. Ouais, bien sûr, il faut l'exprimer différemment. Ou la lumière n'est pas bonne. La lumière n'est pas bonne, le preneur de son vous dit là non, c'est pas possible. Trop de bruit, trop de machin, voilà. trop de trucs. Et donc c'est une autre écriture, quoi. C'est une écriture d'abord plus onéreuse que l'écriture de l'écrivain, c'est une écriture qui coûte cher, le cinéma. Mais moi, j'ai trouvé ça passionnant parce que ça allie toutes les formes d'expression que j'aime. L'écriture, l'image, la musique. Un défi, alors? Les sons, oui, c'est un défi. Je suis vraiment très, très heureux d'avoir fait ça. Très, très heureux d'avoir fait ça. Et est-ce que vous écrivez, en tant qu'écrivain, avant le synopsis, avant de partir sur les lieux de tournage? Ou bien est-ce que beaucoup de choses s'improvisent? Je l'ai fait la première fois, j'ai tout écrit en me disant maintenant on va marcher avec ça, parce que je suis très discipliné dans l'écriture. Ça aussi, je voulais en parler même aux maîtres et aux enfants. L'écriture, c'est d'abord une question de discipline. Il faut beaucoup de discipline pour écrire. C'est du travail, ce n'est pas de la rigolade quoi, d'écrire. C'est vraiment quelque chose... On peut faire rigoler avec l'écriture, mais pour écrire, il faut être sérieux. Voilà, comme disait Pagnol, pour écrire simple, c'est très compliqué. Quoi, hein. Il faut travailler. Quoi, hein. Il faut travailler sa langue, etc. Je disais donc, pour le film, il y avait cette panoplie de types d'écriture, musique, et je suis rentré dedans, mais vraiment avec un bonheur incroyable, parce que d'abord, j'aime ce qui est nouveau quand vous pratiquez. Vous êtes beaucoup plus, j'allais dire, sur la sellette quand vous essayez quelque chose de nouveau. Il faut faire attention, il faut travailler, etc. Oui, et puis on va vous juger là-dessus. On va dire, tiens, qu'est-ce qu'il fait Alain maintenant? Voilà. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Mais moi, ça aussi, ça fait partie certainement de mes défauts. Mais quand je veux créer quelque chose, je ne me soucie pas de ce que les autres vont penser. Je crée. Parce que mon bonheur, c'est d'abord de créer, c'est pas de montrer. Mon bonheur, c'est d'abord de créer. Je crée ce que j'ai à écrire. Quand j'ai envie d'écrire un livre, je l'écris. Et puis voilà, les autres, s'ils sont contents, vraiment, je suis heureux. Quoi, hein, mais s'ils ne sont pas contents aussi, ça ne va pas m'empêcher de continuer. Quoi. Ouais. Vous savez ce que vous avez à dire et vous savez jusqu'où vous voulez aller. Voilà, je sais ce que j'ai envie de dire et je sais comment j'ai envie de le dire et je vais essayer d'y arriver. Quoi. Est-ce que vous avez redécouvert l'île Maurice à travers vos rencontres pour les trois émissions, les trois Tout déjà à fait. parues? Tout à fait. J'ai appris à regarder Maurice différemment. Et je me souviens toujours, parce que je vois sa photo là, et il y a très longtemps, en 86, pendant que je faisais ces entretiens, un jour, Sir Gaëtan Duval m'a dit « Tu ne connaîtras jamais Maurice tant que tu n'as pas mis les pieds en Inde, tant que tu as mis les pieds en Chine. » Les deux, il m'avait dit. Si tu ne vas pas voir ces deux pays-là, jamais tu comprendras totalement Maurice. Il faut voir ces deux pays. Et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai que si on n'a pas été en Inde, on ne comprend pas totalement Maurice. Il y a quelque chose... L'Inde, moi, je trouve ça surtout pour l'Inde. Hein. L'Inde est très présente à Maurice. Les fibres indiennes sont très présentes. Mais c'est vraiment quelque chose j'ai toujours pensé à lui en faisant ce film-là. Il y a l'Afrique également, bien sûr, la Chine, dans laquelle vous vous aventurez en ce moment. Mais l'Afrique et l'Inde sont vraiment très, très présentes. Par exemple, c'est très étrange. Vous allez dans toute l'Inde, les Indiens de l'Inde ne ressemblent pas beaucoup aux Mauriciens. Vous arrivez dans le Bihar, vous traversez la frontière du Bihar, vous voyez des visages qui ressemblent à des visages de Mauriciens. C'est impressionnant. Dans cette Inde immense, vous arrivez à Patna, vous voyez des visages qui ressemblent à des visages mauriciens. Ne serait-ce que ça, c'est très émouvant. Quoi. Alain Gredon-Gentil, merci beaucoup. Merci d'être venu sur ce plateau. Le temps passe beaucoup trop vite. On pourrait aborder 1000 choses encore. Mais vous reviendrez certainement avec d'autres productions, d'autres publications. Avec grand plaisir. Pour la sortie de mon prochain roman, je reviens. Bien sûr, et on pourra voyager ensemble. Là, nous avons voyagé beaucoup là, en très peu de temps. Eh bien, à bientôt et merci. Merci d'être venu. Merci beaucoup.